Dans cet épisode, Judith, moi-même, je suis orthophoniste, et Geneviève, qui est candidate à la maîtrise en orthophonie et adulte qui bégait, on reçoit Audrey Bigras, qui est elle aussi une adulte qui bégait. Audrey est présidente de l'ABC et chercheuse et spécialiste du handicap invisible au CRISPECH. Le CRISPECH, c'est le Centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Audrey va nous partager son parcours de vie, sa vision du bégaiement qui s'est modifiée à travers les années, à travers ses expériences vécues. Auparavant, elle souhaitait se débarrasser à tout prix de sa différence et a même essayé quelques options pas toujours concluantes. Vous allez écouter pour comprendre. Un jour, elle tombe sur le site web de l'ABC, puis après ça, elle va participer à un premier événement de l'association et c'est là que tout a changé pour elle. Depuis ce temps-là, Audrey s'intéresse grandement aux mythes et aux préjugés sur le bégaiement. Elle va nous partager d'ailleurs quelques-uns des plus surprenants préjugés, ce qui nous invite bien sûr à faire preuve de vigilance face à certaines interventions ou croyances qu'on peut avoir face au bégaiement. Car non, le riz ne guérit probablement pas le bégaiement. Faut écouter l'épisode pour comprendre. Bonne écoute à tous et à toutes! Salut Judith! Salut Geneviève! Aujourd'hui, à Je suis un podcast, on reçoit Audrey Bigras, qui est présidente de l'ABC. Elle s'implique d'ailleurs au conseil d'administration depuis 2015, d'abord à titre de secrétaire, puis depuis mai 2021 à titre de présidente, comme je l'ai dit tantôt. Elle est également, dans sa vie professionnelle, chercheur et spécialiste de recherche en handicap invisible au CRISPECH, qui est le Centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et Audrey est aussi une personne qui bégaie. Salut, on est vraiment contente que tu sois à Je suis un podcast. Allô? Moi aussi, je suis contente de votre invitation à ce podcast. Merci beaucoup là, d'avoir accepté l'invitation. Donc là, pour commencer, Audrey, voudrais-tu nous dire un petit peu, dans le fond, où t'es née, où t'as grandi, puis nous parler un petit peu du bégaiement à travers ton enfance? Dans le fond, moi, j'ai grandi à Saint-Stanislas de Kostka, qui est un village dans le coin de Valleyfield. Donc, c'est vraiment à la campagne, dans l'ouest de la Montérégie. Donc, j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence là. Et comment j'ai vécu le bégaiement dans mon enfance, c'est un peu flou, honnêtement. J'ai commencé à bégayer, je crois, vers l'âge de 7 ou 8 ans, dans ces alentours-là. J'ai pas vraiment de souvenirs précis de cette période-là. Dans ma famille, il y a pas vraiment de... à ma connaissance, il n'y a pas de cas de bégaiement. Et vers l'âge de 7 ou 8 ans, j'avais rencontré un orthophoniste dans un hôpital dans ma région natale. Je l'ai rencontré peut-être pendant 2 rencontres. Donc là, ce qui m'avait fait faire, c'était des petits exercices comme de dire des mots à voix haute comme chat, chien, lapin et autres. Et après, disons, 2 rencontres, il a mis fin à la consultation. Il a dit à ma mère que c'était pas du bégaiement,
que j'ai, mais que c'est pas grave, c'est juste de la timidité. Donc là, après ça, ben, j'ai pas reconsulté en orthophonie pendant plusieurs années. Puis aussi, ben, dans ce contexte-là, vu que c'est à la campagne, des orthophonistes, ça ne court pas les rues. Ouais. Hey Audrey, j'aurais une question. Oui. Excuse-moi, est-ce que quand tu as été consultée en orthophonie, à ce moment-là, est-ce que c'était juste des mots qui t'avaient demandé, ben à ton souvenir en tout cas, ou t'avais parlé avec l'orthophoniste ou c'était juste des mots, tu sais, parce qu'on le sait qu'il y a un effet quand même, si tu dis juste des mots, ça peut avoir un effet sur la fluidité versus si t'as ta vraie parole, que tu racontes quelque chose, puis que, tu sais, te souviens-tu que s'il y avait eu accès à ta vraie parole à ce moment-là? Ben, je pense que oui aussi, mais écoute, ça fait longtemps. C'est ça, je me rappelais, par contre, du petit exercice de lire des mots simples à voix haute. J'avais possiblement parlé aussi, mais disons qu'à cette étape-là, disons, j'étais quelqu'un que oui, qui bégayait, peut-être, je sais pas à quel niveau, mais je parlais quand même beaucoup, puis j'aimais ça. Ouais. Et aussi, je dois préciser que ça m'a pas vraiment marqué ou traumatisé, parce que bon, de consulter un professionnel juste pour parler ou juste pour lire des mots, dans ma tête de petite fille, il n'y en avait pas de problème, là. Ouais, fait que tu t'as sûrement parlé, justement. Tu disais, moi, je m'empêchais pas, je parlais, fait que t'as sûrement dû vraiment parler. OK. Ah, ben, c'est intéressant. Puis après, un peu plus vieille, au secondaire, ça se passait comment? Ben, au secondaire, dans le fond, ce qui arrive, c'est que on est confronté à des exercices ou à des activités dans des cours où, en tant que personne avec un bégaiement, on ne peut pas se cacher. Je pense, entre autres, aux exposés oraux. Qui font partie des critères, disons, pour être évalués dans les cours. Je pense, entre autres, aussi aux fameux exercices où chaque élève doit lire sa phrase à voix haute devant tout le monde. Donc, tu sais, c'est des contextes qui font en sorte que pour un élève qui est au secondaire avec un bégaiement, ça peut être dur parce que les autres voient le fait qu'on bégaye. On peut aussi se sentir comme à part des autres aussi, parce que tu sais, dans un contexte où on est le seul de la classe avec un bégaiement, c'est pas facile à vivre aussi. Donc, plus spécifiquement, en secondaire 4, je constatais que dans beaucoup de cours, il fallait lire à voix haute. Donc, moi, dans ce contexte-là, j'étais constamment en train de penser à des stratégies pour, bon, OK, est-ce que je lis à voix haute? Est-ce que
est-ce que je fuis cette tâche-là? Je fais quoi avec ça? Est-ce que j'en parle à mes enseignants? Je fais quoi? Donc là, dans cette période-là, vu que j'étais tannée un peu de ça, j'avais demandé à ma mère d'aller reconsulter en orthophonie encore, parce que je voulais, disons, me débarrasser de mon bégaiement. J'étais sûre là, que ça pouvait se faire, que mettons, à l'âge adulte, que ça disparaîtrait. Puis quand j'allais être une grande personne avec une hypothèque, avec un emploi, que je ne bégayerais plus. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et là, bon, je rappelle qu'à la campagne, les orthophonistes, ça court pas les rues. Les orthophonistes qui prennent les cas de bégaiement pour une personne de plus de 5 ans, il y en avait juste pas là, dans mon coin. Donc là, en fait... c'est fou, hein? Ça n'a pas de bon sens, ouais. Hein? Aïe, aïe, Ouais. aïe. C'est ça. Donc là, on avait trouvé une ressource qui était... ben, c'était pas une orthophoniste, là, mais peut-être une naturopathe ou une ostéopathe, je me rappelle pas, là, mais qui prétendait, disons, traiter le bégaiement. C'était à 1 heure de route de chez mes parents. Aïe, aïe. Ouais. Donc, on l'a vu juste une fois à ma demande, parce que c'était la seule place qu'on avait trouvée, potentiellement. Et là, ce qu'elle me faisait faire comme exercice, c'était... écoute, je me rappelle plus c'est quoi le nom de cette approche-là. J'ai un blanc, là. Mais... c'est l'approche, disons, qui part du principe que l'enfant avec une problématique X, Y, Z saute une étape dans son développement moteur. Ah, sur le pas devant. Ouais. Ah. Oui, c'est ça. Mon Dieu, pas devant. Ouais. Ah, mon Donc Dieu. là, OK. c'est ce qui est même pas, je crois, une approche qui est scientifiquement reconnue. Donc, non, je touche mon pied gauche avec ma main droite. Non. Est-ce que, Judith, pour nos auditeurs et nos auditrices, tu pourrais décrire ce que l'approche Padovan c'est? Mais en fait, je la connais pas beaucoup, justement, parce que c'est une approche qui est, qu'on dirait comme une pseudo-science, là. Mm-hmm. C'est une approche ou tu sais, un peu qui dit que ça va guérir, déjà là, je trouve ce mot-là, j'aime pas beaucoup ça, mais tu sais, différents troubles, différentes problématiques. Puis il n'y a pas d'études qui prouvent ça. Fait que c'est comme ça qu'on pourrait dire, c'est une pseudo-science, comme un traitement qui a pas de données probantes. Fait que nous, à l'université, on l'avait un petit peu vu, mais tu sais, justement, on se disait, mais c'est une approche qui est vraiment... qui fonctionnerait pas. Puis même, il y a eu de l'abus, en fait, hein, avec cette approche-là, là. Ben, puis je me rappelle je pense que c'est pas une orthophoniste aussi, il y a quelques années, c'est pas Isabelle Trudeau qui nous avait dit ça. Exactement. Il y a eu une orthophoniste qui utilisait du Padovan, je sais pas, Padovan, disons-le en français, ou en tout cas, Padovan, puis qu'elle avait utilisé ça pendant des années avec plusieurs clients, puis que finalement, il y avait eu une plainte parce que c'est une approche qui n'est pas reconnue. Puis je crois qu'il y a d'autres professionnels aussi qui
comme ergothérapie, peut-être en physio aussi peut-être, qu'il y aurait certaines qui prendraient cette approche-là, d'autres professionnels de la santé. Mais dans le fond, c'est une approche qu'on voit qui est pas recommandée, qui est pas efficace. Oui, pour mettre en contexte un peu, aux matinées rencontres 2020, qui sont la version en ligne des journées rencontres à cause de la COVID. Et les journées rencontres, je le rappelle si vous n'avez pas écouté d'autres épisodes précédents où on en parle un peu, c'est une journée de conférences et d'ateliers que l'ABC organise chaque année en marge de la Journée internationale de sensibilisation au bégaiement, qui est le 22 octobre. Et là, les matinées rencontres, c'est la version virtuelle de ces journées-là. Bref, je vais mettre un lien vers le programme de 2020 dans les références parce que c'est ça, il y avait une conférence d'Isabelle Trudeau, qui est une avocate qui bégait, qui a participé à l'épisode annoncer son bégaiement de Je suis un podcast. En fait, c'était annoncer son bégaiement ou pas. Oui, c'est vrai. Bref, puis dans sa conférence à la matinée rencontre, comme Isabelle Trudeau est avocate, elle a présenté des cas de jurisprudence en bégaiement. Il y avait le cas d'une orthophoniste qui utilisait l'approche Padovan avec ses clients, comme Judith nous a expliqué tantôt. Puis, me semble, ce qu'elle disait dans sa présentation, c'est que cette approche-là, mais là, c'est très simple comment je le dis, c'est ça, c'est comme ce qu'Audrey disait tantôt, que tu aurais sauté une étape dans ton développement en tant qu'enfant. Fait que là, tu repasses dans les développements de l'enfance. Fait que, par exemple, dans le traitement, tu peux te ramasser à marcher à 4 pattes ou des choses un peu saugrenues comme ça, là, bizarre. Et c'est ça, c'est pas fondé sur des données probantes, on se le doute bien. On va mettre une source sur l'approche Padovan dans les références juste parce qu'on en parle, là, pas parce qu'on le conseille. Donc voilà, c'est ce qu'Audrey t'a fait avec la naturopathe pendant une séance, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc là, ben, quand j'ai vu ça, après ça, je me suis dit plus jamais. Je veux plus la consulter, je veux plus retourner là. Puis mon bégaiement, ben, je vais me débrouiller toute seule comme je peux. Donc, après cet épisode-là, en secondaire 4, ben, j'ai un peu continué mon chemin seul avec le bégaiement. Je connaissais pas l'ABC ou la JBQ non plus, là. C'est ça. Et tu nous avais parlé aussi qu'en secondaire 5, tu as pris une résolution à propos de ton bégaiement. Oui, c'est ça. Je pensais, disons, à cet âge-là, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, que le bégaiement, ça disparaîtrait à l'âge adulte ou éventuellement au cours de ma vie. Donc là, cette année-là, qui est un peu, disons, la transition entre l'adolescence et le début de l'âge adulte, de la vie adulte, j'avais fait comme un top 5 de résolutions pour la nouvelle année. Et la première place dans mes résolutions, c'était de me débarrasser une fois pour toutes de mon bégaiement. 15 ans plus tard, je peux dire que je n'ai pas réussi. C'est vraiment drôle, hein, parce que c'est un sujet qui revient souvent, là. Il y a Myriam Fauteux dans son épisode qui avait... Je sais pas si c'est dans son épisode, mais il y a... En tout cas, il y a un témoignage d'elle sur le site de l'ABC, là, je vais le mettre dans les liens
Je m'en rappelle, oui. des références de cet épisode, puis elle a dit qu'elle avait écrit une lettre à soi-même, à son soi du futur, alors qu'elle était au secondaire. Puis dans sa lettre, elle disait quelque chose comme « Je ne vais plus bégayer adulte, maintenant que t'es adulte, tu ne bégayes plus », ou quelque chose comme ça, tu sais. Puis quand j'étais enfant aussi, là, en fait, quand j'étais adolescente aussi, c'était ça, j'étais comme « Oh, j'ai tellement hâte d'être plus grande parce que ça veut dire que je bégayerais plus ». Ce que je raconte aussi dans l'épisode 1, là. Fait que je pense que c'est un thème fréquent, là, que les enfants et ados qui bégayent ont. Peut-être moins maintenant, je sais pas si, Judith, dans ton expérience clinique, tu constates moins ça, ou, tu sais, parce que nous, c'était il y a 20 ans quand même, là, quand on a consulté. Ah ouais, mais je pense que ça perdure encore comme pensée. Ouais. Puis que justement, plus la personne vieillit, même les parents ont ça en tête. Tu sais, quand l'enfant bégaye, ils disent « Ah, ben ça va... » Parce que des fois, les médecins disent ça aussi, les pédiatres vont dire ce message-là. « Ah, mais vous savez, madame, le bégaiement, ça va disparaître en vieillissant. » Tu sais, je sais qu'il y a encore ces messages-là quand même qui sont véhiculés. Fait que là, tu sais, c'est comme quand t'es rendu adulte, tu te questionnes « Mais pourquoi je bégaye encore? » Parce que ça serait supposé d'être parti, tu sais. Fait que moi, malheureusement, il y a encore ça. En tout cas, moi, ça a vraiment été quelque chose de négatif là, dans mon histoire, cette pensée-là. Je trouve ça triste que ça perdure encore. Ouais, j'ose espérer que ce qu'on fait, tu sais, puis entre autres le podcast, j'ose espérer que ça va faire changer un peu déboulonner ce mythe-là, là, disons. Ouais, parce que moi, c'était vraiment un sentiment d'être inadéquate, là. Tu sais, c'est un sentiment profond, là, assez grave, je dirais, là. Puis en plus, quand on est adulte, plus on vieillit, quand on bégaye, c'est ça, on peut se sentir seul parce qu'on pense que ça doit partir, on a des trucs pour le cacher parce qu'on veut pas trop que ça paraisse, puis en tout cas, moi, quand j'ai grandi, puis quand Audrey a grandi aussi, j'imagine que c'était pareil, j'avais aucun modèle d'adulte qui bégaye, qui le montre, qui a l'air bien, tu sais. Fait que je me demande, Audrey, comment tu as vécu ça, toi? Bien, effectivement, ça peut être une période qui peut être difficile aussi, parce qu'au début de l'âge adulte, on construit son identité personnelle, et en plus, le fait de devoir vivre avec un trouble comme le bégaiement, ça peut compliquer aussi les choses. Moi, j'ai une petite anecdote à propos de ça. Vers la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte, quand j'étais étudiante, j'ai occupé plusieurs emplois d'été dans le service à la clientèle, entre autres comme caissière et réceptionniste de camping. Et je constatais que j'ai jamais eu affaire à un client qui bégayait. Donc là, j'en étais venue à me dire bon, OK, les personnes avec un bégaiement, où est-ce qu'elles sont? Parce que j'en croisais pas dans mes environnements de travail. Puis on sait aussi que les statistiques disent qu'il y a 1% de la population adulte qui bégaye. Puis moi, c'était vraiment pas ce que je constatais. Puis aussi, quand j'en parlais aussi à mon entourage, on me disait des choses comme bon, OK, peut-être que ces personnes-là ne téléphonent pas
au camping pour prendre des réservations parce qu'elle bégait ou elle demande à leur conjoint ou leur famille de faire cet appel-là à leur place. Moi, ça me satisfaisait pas comme réponse. Parce que il me semble que moi, quand j'ai un appel à faire, ben, je le fais, là. Je demande pas à quelqu'un de faire cet appel-là à ma place. Mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui sont comme ça, là. Je trouve que c'est une belle qualité que t'as quand même de justement dire, regarde, moi j'ai ça à faire, je le fais, puis regarde, c'est ça. Mais tu sais, c'est vrai que si on y va avec les statistiques, c'est beaucoup de monde, t'as raison, tu sais, à peu près 1%, là, grosso modo, là, tu sais, un chiffre qu'on entend souvent, qu'on voit souvent, 1% de la population. Si on parle au Québec, peut-être on est 8,5 millions, fait que ça fait comme 85 000 personnes, grosso modo, là, plus ou moins. Je veux dire, c'est quand même beaucoup de monde, tu sais. Puis effectivement, il y en a justement qui peut-être où ils l'ont caché, peut-être. Peut-être que t'en as vu ou t'en as entendu des gens qui bégaient, mais justement, c'est un bégaiement qui était masqué, caché. Ou peut-être effectivement, parce que ça se peut, il y a des gens qui font faire leur appel par d'autres personnes ou qui le font juste pas du tout. Ben oui, les gens qui bégayent souvent vont vouloir éviter la situation stressante, tu sais. Fait que ça se peut quand même. Mais je comprends que toi, tu dis, hey, mais là, tu prenais pas cette explication-là. Tu disais non, moi je bégayais puis j'appelle, là, tu sais. Ça me fait penser, parenthèse, là, quand j'étais plus jeune, j'avais 18 ans, je travaillais dans une parfumerie. Puis j'étais une bègue masquée fois 10 millions, là, j'étais tellement masquée. C'était-tu genre au jardin truc, là, quoi ça s'appelle donc? Non, ben je veux pas nommer l'endroit. Oh, même pas l'endroit. OK, essayons de voir. C'était non. Mais bref, dans une parfumerie quelque part. J'avais choisi cet emploi-là parce que justement, je travaillais seule. Là. C'était une petite parfumerie. Personne n'était là pour me regarder interagir avec les clients. C'était plus facilitant. Puis justement, par rapport à ce que tu disais, Audrey, que tu sais, des fois, ça se peut qu'il y ait des personnes qui bégaient, mais ils le cachent, fait que tu l'aurais même pas su. Moi, quand je travaillais là, puis j'étais masquée, tellement masquée au plus profond de mon être, là, puis là, j'ai vraiment honte de dire ça, OK? Mais je pense que ça peut peut-être aider ou rejoindre des gens. Fait, bref, j'ai vraiment honte d'avoir fait ça, mais j'étais dans le déni total de mon bégaiement, puis là, il y a un client qui arrive, un jeune homme, là, qui bégait. Puis là, il me dit... oui, bonjour, est-ce que je pourrais sentir le Hugo Boss? Puis là, j'ai fait une joke sur son bégaiement. Comme lui, là, il a interagi avec moi, il s'est probablement jamais rendu compte que je bégayais. En plus, j'ai fait une blague, j'ai dit, quand il a demandé pour le Hugo Boss, j'ai dit, bravo, t'es capable, OK? Ça a juste pas de bon sens là, que j'avais fait ça, mais c'est comme sorti tout seul. Tu sais, j'étais tellement dans le déni, tellement dans... Je sais pas comment... Comme j'arrive à peine à croire que j'ai fait ça. Puis quand il est reparti, je me suis rendu compte, hey, c'est du bégaiement qu'il y a. Et moi-même, je bégais, tu sais, voir que j'ai fait ça. Puis quand il est reparti, il est reparti avec une fille. Probablement, c'était sa blonde, parce qu'il se tenait main par la main. Puis je me suis dit, OK, là, ça montre comment je m'aimais pas, là. J'ai pensé, ouais, il y a une fille qui aime ce gars-là. Comme il est capable d'avoir une blonde même s'il est béguet. Tu sais, ça témoigne de comment je me détestais dans le fond, genre. C'est comme ça. Bref, je raconte tout ça pour dire, que des fois on peut tellement être dans le déni puis se détester qu'on fait comme... On méprise les gens qui sont comme nous, dans le fond. Ouais. Mais aussi parce que lui, il s'est jamais rendu compte que je bégayais, puis peut-être qu'il croisait jamais personne qui bégayait, tu sais. Fait que je pense qu'il y a des personnes qui bégayent qui se croisent, potentiellement, elles le savent même pas. En tout cas, je ferme ma longue parenthèse puis moi, je vais confession. J'ai un truc aussi que je dirais, ça m'a fait penser parce que t'as raison, tu sais, des fois, on est tellement dans le déni de ce que j'entends, moi, de certains clients, que justement, ils veulent pas s'associer à des gens qui bégayent.
Comme justement l'ABC, là, de dire « Hey, je m'en vais aux rencontres, puis je rencontre les gens qui bégayent. » Il y en a qui vont dire « Hey, t'es-tu malade? Tu sais, je ne veux pas m'associer à rien de tout ça. » J'ai un bégaiement, mais comme juste de consulter en orthophonie, c'est déjà, effectivement, c'est un grand pas pour plusieurs, en fait, là. Juste de dire, ben, j'ai du bégaiement, je vais aller consulter. Donc, il y a ça, tu sais. Fait que oui, ça fait quand même du sens, ce que tu dis. C'est pas le fun, mais c'est tout à fait normal et humain. Comme, ouais, c'est ça. Tu veux pas vivre avec ça, fait que tu veux t'en éloigner le plus possible, tu sais. Ouais. Puis l'autre chose que je voulais dire par rapport à penser qu'on est seul au monde qui bégaye, ça, effectivement, je l'entends souvent. Puis quand je travaillais en centre de réadaptation pédiatrique, on avait des groupes d'adolescents en thérapie, en orthophonie. Puis on faisait de l'exposition graduée. Ça veut dire qu'on allait dans des situations qui étaient plus stressantes pour les jeunes, comme on allait au Subway, par exemple. On allait se prendre une crème glacée au Dairy Queen. Tu sais, on faisait des sorties pour que les jeunes commandent leurs affaires, parce que commander au resto, c'était une situation souvent qui était stressante pour eux. Puis au Subway, je me souviendrai toujours, on arrive là, on s'assoit, les gars, les ados vont commander leur sandwich, puis le gars du Subway bégayait. Le gars derrière le comptoir, là. Fait que là, les gars, en fait, hey, en revenant avec leur sandwich, en fait, hey, le gars bégayait, tu sais, on se disait, mais c'est ça. Je veux dire, il y en a d'autres, là, tu sais. Fait que c'était vraiment nice qu'ils aient tous vécu ça ensemble, puis on en a parlé après ça, tu sais. Des statistiques, ça fait beaucoup de milliers de personnes au Québec, puis quand tu vois, lui, il bégaye, il travaille, il est au Subway, il est avec le public à tous les jours, tu sais. Comme toi, Audrey, tu sais, quand t'étais caissière, tu voyais tous les jours du monde, tu devais parler, tu sais. Fait que ça avait été vraiment nice comme truc qu'on a vécu, ouais. Ça me fait penser, autre parenthèse, je m'excuse de toutes ces parenthèses, mais je suis trop excitée, je pense que c'est vraiment pertinent. Il y a Chris Constantino, qui est un orthophoniste américain qui bégaye, qu'on adore. Il a dit dans un podcast, je sais pas si j'arriverai à retrouver quel épisode, c'était dans Stutter Talk, là, si j'arrive à le retrouver, je vais le mettre dans les références, mais il disait que laisser son bégaiement paraître, c'était efficace parce que justement, ça donne des situations comme Judith vient de nous décrire, là. Le fait que l'employé du Subway bégayait et le laissait paraître, c'était tellement efficace pour ces jeunes-là, ça les a inspirés, puis ils se sont dit, ben si lui travaille puis le laisse paraître, mon Dieu, je peux faire ça aussi. Puis ce que Chris Constantino disait, c'est que si, mettons, je suis dans la file dans un commerce, puis je bégaye, puis que derrière moi, il y a un jeune enfant qui bégaye, mais qui me cache, puis là, il m'entend bégayer quand je commande, il peut tirer de la fierté de ça ou de l'inspiration, tu sais. Fait que c'est ça, de laisser son bégaiement paraître peut être efficace. Ce que je partage aussi comme pensée, là. Revenons à notre invitée maintenant qui... Elle, dès son plus jeune âge, n'avait pas peur de le montrer, ce qui est vraiment super et très bien. Bravo. Mais ça n'a pas été toujours le cas. Ah non? Avant, tu le cachais plus? J'étais pas capable de le cacher. C'est ça, tu sais, mettons, quand on parle de bégaiement masqué, dans une certaine période de ma vie, j'aurais tellement aimé ça, être capable de le cacher. Parce que justement, je me sentais mal avec ça dans plusieurs types de contextes. Je dirais que c'est vraiment quand j'ai commencé à m'impliquer à l'ABC que j'ai vraiment commencé, disons, à m'assumer plus. Puis c'est vrai que c'est pas tout le monde qui est capable de le cacher, hein. C'est intéressant ce que tu dis, Audrey, c'est vraiment important. Parce que souvent, en tout cas, les bégaiements plus légers, il y a un peu moins de fréquence, moins de durée qui est longue de bégaiement ou moins de tension, fait que c'est un peu plus facile de le cacher. Puis des fois, quand le bégaiement est un peu plus sévère, modéré, sévère, ça arrive plus souvent, c'est plus dur à cacher. Mais en fait, la personne aussi, pour le cacher, tu ne vas pas parler.
sais, il y a ça aussi. Mhm. Peu importe la Ouais. sévérité, il va juste pas parler. Mais toi, Audrey, ce qui est nice, c'est que t'as quand même, tu sais, tu parlais, tu sais. Ouais. Et tu nous disais dans notre rencontre préparatoire là, que ta découverte de l'ABC a été un point tournant dans ta perspective sur par rapport à ta perspective sur le bégaiement. Mhm. Tu as découvert l'ABC comment? En fait, j'ai découvert l'ABC à l'âge de 27 ans. C'était c'était dans une période de ma vie, disons, assez particulière. Je venais de graduer de la maîtrise. Après ça, j'ai commencé à travailler. Dans cette période-là, ça faisait à peu près 1 ou 2 ans que je travaillais à temps plein et que j'avais, disons, commencé à m'établir en tant que jeune adulte. Je me suis en allée vivre à Montréal. Donc, dans cette période-là, j'avais, disons, plus la pression, disons, de l'école sur bon, OK, il faut que ton bégaiement paraisse le moins possible. Il faut que tu le caches dans les exposés oraux, parce que si tu bégais trop, ben tu vas avoir, disons, des moins bonnes notes ou tu vas échouer. Donc, dans cette période-là, j'avais comme plus cette espèce de pression-là. Donc, ce qui a aussi été un peu le déclencheur de ma découverte de l'ABC, c'est que à cette période-là aussi, en 2014, il y a un film en particulier qui est sorti en salle. C'est le film Mommy de Xavier Dolan. Et dans le film, il y a un personnage avec un bégaiement. Dans cette période-là, j'avais effectivement été voir le film et je ne savais pas qu'il y a un personnage bègue dans le film. Et à la fin du visionnement, j'ai constaté que dans le film, il y avait, disons, certaines idées qui étaient, disons, pas très réalistes face au bégaiement, comme que le bégaiement, c'est causé par un traumatisme psychologique, ou que le bégaiement peut disparaître après X années. Et là, moi, je me suis dit après, bon, OK, il y a plein de gens là, qui ont vu le film. Donc, est-ce que quand les gens écoutent un film ou une série ou une émission avec un personnage qui bégait, est-ce que les auditeurs peuvent croire, disons, à des idées préconçues qui sont présentées
dans les films ou les médias. Donc, moi, à la suite du visionnement du film, je me suis dit, bon, OK, il faut que je fasse ma part, disons, pour mieux connaître c'est quoi le bégaiement. Je veux aussi faire ma part pour mieux informer aussi les gens face à ce qu'est le bégaiement. Puis, je voulais aussi rencontrer d'autres personnes avec un bégaiement pour, disons, confronter certaines idées préconçues que j'entretenais aussi malgré moi, disons, parce que avant l'âge de 27 ans, j'avais jamais rencontré de personnes avec un bégaiement. J'avais jamais eu aussi de thérapie en orthophonie. J'étais pas très bien informée aussi, là. On sait que sur Internet, on trouve un peu de tout et n'importe quoi. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais bref, tout ce contexte-là a fait en sorte que qu'en arrivant chez moi, après le visionnement du film, j'ai tapé sur Google bégaiement adulte Montréal. Et là, je suis tombée sur la journée rencontre de l'ABC de 2014. Donc là, je me suis dit, bon, OK, je vais peut-être aller faire un tour là. Puis je me suis présentée, puis à un moment donné, je me suis comme dit, bon, OK, là, je suis avec une cinquantaine de personnes, puis on est dans un contexte où on est là comme autour d'un thème commun. C'est le bégaiement. Donc, ça m'apparaissait un peu surréaliste. Et c'est d'ailleurs à cette occasion-là que Geneviève et moi, on s'est rencontrés. Ouais, je me rappelle, on s'est croisés dans les toilettes, puis on a jasé pendant vraiment longtemps. Ouais. Wow! Hey, mais je veux juste revenir, ça veut dire que Mommy, c'était la première fois que tu voyais ou t'entendais quelqu'un qui bégayait adulte, c'est ça? Si on retourne à quelque part dans les années 90, oui, j'entendais, disons, parler dans les médias ou à la télé qu'il y a des personnalités publics comme, mettons, Luc de la Rochelière ou Jean-Marc Parent bégaient ou ont déjà bégayé, sauf qu'ils, à ma connaissance, ils ne bégaient pas ou très peu quand ils chantent ou sur scène. Donc, encore une fois, j'étais un peu prise avec la mentalité que, bon, OK, peut-être qu'ils ont bégayé dans leur enfance, puis qu'à l'âge adulte, ça s'est estompé. Ouais. Ah, fait que, ouais, je comprends. Fait que t'avais cette idée-là. OK, parce que, tu sais, Ouais. Mommy, c'est sûr que... En tout cas, on en avait discuté, moi puis Geneviève, on aimerait ça en parler dans un autre podcast, mais tu sais, c'est super que oui, effectivement, il y avait un personnage qui bégayait, qui est Suzanne Clément,
pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui voudraient aller voir. Mais en tout cas, moi, quand j'ai vu le film, ça serait un bégaiement psychogénique, tu sais, qui est justement à cause que le personnage a vécu un traumatisme très, 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 très important, qui est le décès de son fils, si je me souviens bien. Son bégaiement avait commencé juste après le décès de son fils, ou en tout cas. Mais on s'entend encore là, juste pour faire rapidement, tu sais, c'est tellement rare un bégaiement psychogénique. C'est comme tellement, tellement rare. Puis ce film-là, vraiment mainstream, là, tu sais, comme qui a été vu, tu sais, qui a été fait par Xavier Dolan, qui est super populaire. C'est ça, c'est comme dommage de montrer ce côté-là du bégaiement qui est pas du tout un bégaiement qui est typique, là. Tu sais, c'est hyper, hyper rare, là. On n'a pas de données de prévalence nécessairement dans la population parce que ça doit être 0,002%. Je dis n'importe quoi, mais dans le sens que c'est super rare, tu sais, sachant que le bégaiement développemental qu'on connaît, qui débute pendant l'enfance, est beaucoup plus fréquent, mais encore là, quand même pas très fréquent non plus. Là, tu sais, 1% de la population, c'est pas non plus si fréquent que ça, mais quand même plus fréquent. Fait que c'est ça aussi qui est dommage, tu sais. Qu'on ait ça comme idée, tu sais, ah ben oui, le bégaiement est causé à cause du traumatisme. Et voilà, tu sais. Ben c'est ça, c'est que il y a tellement peu de représentation du bégaiement dans les médias et peu de représentation juste. Puis là, quand on en parle, c'est une forme qui est super, super, super rare. Et en plus, ça vient nourrir un préjugé sur le bégaiement comme quoi c'est causé par un traumatisme. T'sais. Fait que c'est comme... Moi, ça m'avait dérangé quand j'avais vu le film, là. Puis je savais pas que le bégaiement psychogénique, ça existait. Fait que je trouvais juste que la représentation était mauvaise. Puis c'est ça qui m'a dérangé. Bref. Mais merci vraiment, Judith, de ces précisions-là. Pour revenir à ce qu'Audrey disait, qu'est-ce qui a changé pour toi par rapport à ton bégaiement depuis que tu t'impliques à l'ABC? Ce qui a changé de mon côté depuis que je me suis impliquée à l'ABC, je dirais que c'est le fait d'avoir pu, disons, transformer quelque chose qui m'apparaissait en premier lieu négatif ou un problème en quelque chose de positif. Parce que de s'impliquer dans le CA d'un organisme d'aide aux personnes avec un bégaiement, c'est très positif. Donc, il y a ça qui a changé. Je dirais aussi que ma vision de mon bégaiement a changé beaucoup. Parce que avant de connaître l'ABC et plein de personnes qui bégaient, j'avais un peu en tête que le bégaiement, c'était pas correct, que ça devait disparaître, ou que au pire, c'est correct, disons, d'avoir un bégaiement, mais il faut juste pas que ça paraisse. Donc, tu peux dire que t'es bègue, mais il faut pas que tu bégais dans un exposé oral ou dans un entretien professionnel. Donc, il y avait ça aussi qui me dérangeait. Et troisièmement, le fait de connaître aussi des personnes avec un bégaiement qui me ressemblent, qui m'inspirent aussi quotidiennement. Je pense que ça a été très positif dans mon parcours. Parce que moi, j'en parlais un peu plus tôt, dans une certaine période de ma vie, je pensais que j'étais la seule qui parlait comme ça. Et ça a changé
avec ma découverte de l'ABC. Comme on a dit quand on t'a présenté tantôt, t'as commencé par être secrétaire au conseil d'administration pendant 5 ans. Maintenant, tu es présidente. J'aimerais ça que tu nous parles des projets que tu faisais quand tu étais secrétaire et de ceux que tu fais maintenant. J'ai commencé à m'impliquer en tant que secrétaire du LCA en 2015. Je me suis impliquée sur divers plans. Donc, je faisais pas juste écrire des procès verbaux de rencontres. Je me suis occupée, entre autres, de la coordination de notre revue qui paraît chaque 3 ou 4 mois, qui s'appelle le Communiqué. C'est une revue d'information sur le bégaiement qui est accessible à nos membres. Donc, je continue encore à m'occuper de ça parce que même si mon titre a changé dans le CA, ça m'intéresse encore là, de continuer de m'occuper du communiqué. Donc, il y a ça. J'ai été impliquée aussi, entre autres, dans l'organisation de plusieurs événements de l'ABC, comme notre journée rencontre annuelle à chaque année. Puis en parallèle, de mes propres initiatives personnelles, j'ai développé aussi et animé des conférences et des ateliers sur le bégaiement que j'ai animé, disons, dans plusieurs associations. Je pense, entre autres, à la Canadian Stuttering Association à Toronto et à la et dans une autre association sur le bégaiement à Terre-Neuve. Donc, j'ai mes conférences et mes ateliers portent sur, disons, deux grands thèmes qui me tiennent à cœur. Il y a le bégaiement en contexte scolaire. Et le deuxième, c'est les mythes face au bégaiement. Donc, veux-tu nous en parler un petit peu de plus en profondeur de ces sujets-là, les mythes que tu as présentés? Oui, en fait, cet atelier-là sur les mythes sur le bégaiement, c'est un atelier que j'ai conçu, disons, pour inciter les gens, donc autant les personnes qui bégaient que les parents et les professionnels, entre autres, à développer un esprit critique face à l'information qui nous est offerte un peu partout à propos du bégaiement. Donc, parce qu'on sait que bon, on en parlait un peu plus tôt, mais dans les films, les séries, les médias, il y a beaucoup de mythes qui sont véhiculés à propos du bégaiement. C'est pas toujours bien représenté aussi. Et je pense aussi à Internet et à des groupes
de soutien, comme sur Facebook. Ça, il y en a beaucoup là, de groupes. Et ces groupes-là sont, disons, conçus par et pour des personnes avec un bégaiement. Et on en voit des vertes et des pas mûres quant à l'information qui est présentée. Hey, je te crois, là. Ça n'a pas de sens, ça. Aïe, aïe, aïe. Oui. Veux-tu nous donner certains exemples de mythes que tu voulais déboulonner ou des fausses croyances liées au bégaiement que tu voulais aborder? Veux-tu nous donner certains exemples? Il y en a beaucoup. En fait, je me rappelle que dans la version de cet atelier-là, en formule présentielle, j'en avais trouvé peut-être une trentaine, là. C'est ça. Donc, entre autres, il y a tout ce lié aux causes du bégaiement, comme le traumatisme d'enfance, la famille dysfonctionnelle. Je pense entre autres au film The King's Speech qui parle de ce mythe-là, que le roi bégait parce qu'il a été maltraité par sa nounou. Le stress, la timidité, le manque de confiance en soi, l'hypersensibilité. Je pense aussi, entre autres, à l'école, quand un élève qui bégaye se fait dire qu'il ne maîtrise pas son contenu parce qu'il bégait. Je pense aussi aux mythes liés aux choses à faire, disons, pour vaincre le bégaiement, comme de travailler fort, que le bégaiement disparaît à force de volonté, à force de lire à voix haute, qu'on peut s'en débarrasser si on le veut vraiment. Ah ouais. Hey, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, Ouais. c'est comme ça met tellement de pression puis de culpabilité de fait de se dire, ah ben là, le bégaiement est encore là, j'ai pas travaillé assez fort, je veux pas assez. Tu sais, ça n'a pas de sens, là. Ouais. Ouais, effectivement, c'est une pression aussi que ces mythes-là mettent sur la personne avec un bégaiement. Ah ouais, hein? Puis t'avais-tu entendu des trucs un peu farfelus, des trucs qui ça se pouvait pas pantoute, là? T'as-tu des choses à nous donner que t'as lu ou que tu connais sur des trucs un peu farfelus, un peu drôles? Ou bizarres, en fait, là? Ouais. Ben, en fait, il y a certains exemples qui me viennent en tête que c'est davantage issu de folklore de certaines cultures, comme le bégaiement peut guérir en buvant de l'eau de coquille d'escargot. Ouais, je l'avais jamais entendu ça. J'ai jamais essayé ça. Ou que le bégaiement peut être contrôlé avec un régime alimentaire particulier. Ouais. Entre autres, ça me fait penser, bon, il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle le Cercle très privé des personnes qui bégayent. C'est un groupe francophone avec des personnes qui bégayent. Dans ce groupe-là, ben, il y a des personnes de plusieurs cultures. Il y a des Africains, il y a des Européens, il y a des Québécois aussi. Donc,
tu sais, c'est quand même intéressant, disons, de lire ce qui se passe ailleurs aussi quant au bégaiement. C'est un peu là aussi qu'on se rend compte que nos croyances sont différentes. Ah ouais, hein? Nous, ça me fait penser, on avait eu des clients haïtiens. Donc, quand je travaillais à Montréal, on avait différents clients qui venaient de différents pays. Puis il y avait une famille haïtienne, notamment, qui avait déjà dit que si l'enfant mettait du riz, tel type de riz, là, sous l'oreiller pendant la nuit, le bégaiement allait disparaître. Donc, j'avais entendu ça. Puis aussi, j'avais certaines je pense que c'est un pays d'Afrique que justement le bégaiement était vu comme étant une malédiction vraiment à la naissance. Ouais. Fait que la personne, elle est vraiment reniée. Je dis, c'est épouvantable, là, mais comme elle est reniée de la famille. Dans les pays asiatiques aussi, certains pays asiatiques, Japon, si je me trompe pas, Chine, je suis pas certaine, mais je me semble au Japon que quand il y a une difficulté ou une différence chez l'enfant, la famille va avoir tendance à cacher ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, disons, l'enfant va faire l'école à la maison ou va pas s'exposer dans le voisinage trop. Fait que, tu sais, c'est vraiment particulier, hein? Puis même dans le spectre opposé, disons, j'ai une collègue orthophoniste qui travaille dans le nord du Québec, dans certaines communautés autochtones, puis elle disait qu'au contraire, un enfant qui bégait, là, c'est comme si ça dérangeait pas, puis c'était vraiment comme... il y a beaucoup d'inclusion, des différences, puis justement, ils n'ont pas besoin de... C'est pas un problème, en fait, vraiment pas. Les gens sont là, ils écoutent la personne qui bégait, ça fait... Il n'y a pas d'isolement de la personne, tu sais, c'est vraiment comme... La personne qui bégait vit avec ça comme avec n'importe quoi d'autre. Il n'y a vraiment aucun problème relié au bégaiement, tu sais. Parce que la société là-bas l'inclut totalement. C'est vraiment beau. Wow. Et toi, Audrey, je serais curieuse, est-ce que dans ta vie quotidienne, tu te heurtes à certains de ces mythes-là? Oui, effectivement, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. J'ai quelques exemples récents qui me viennent en tête. C'est ça, un qui est lié, disons, au mythe qui veut que la personne bégaie parce qu'elle ment, alors que c'est pas vrai. C'était dans les vacances de Noël 2019, donc juste avant le début de la pandémie. J'étais allée en Floride pour passer quelques jours dans le temps des fêtes. Et là, à mon retour à la douane, on m'a posé les questions typiques. Là, vous revenez d'où? Pendant combien de temps vous êtes parti et autres? Et là, j'ai répondu tout en bégayant. Et là, la personne qui était à la douane m'a fait une remarque. Je vais la dire en français. Je vois que vous hésitez quand vous parlez. Pourquoi vous parlez comme ça? Vous mentez? Donc, là, moi, je savais pas quoi dire. Non, je mentais pas. Et là, j'ai commencé à expliquer à la personne que je parle de cette façon-là parce que j'ai un bégaiement. Donc c'est ma façon naturelle de parler. J'ai pas l'impression qu'il m'a cru vraiment. Il a fini par me laisser aller.
Mais disons que c'est pas un incitatif pour amener les personnes qui bégaient à voyager. Je sais que je suis pas la seule personne qui a bégayé à qui c'est arrivé. Je sais que dans les dernières années, entre autres, il y a une femme qui a bégayé sur le Costa Rica à la douane et elle a été comme détenue dans un aéroport. C'est un événement qui a été, disons, très médiatisé dans la communauté bègue. Oui, c'est l'histoire de Kyla Simmons, qui est une jeune femme. Comme Audrey disait, on en a parlé beaucoup dans la communauté bègue. Il y a beaucoup d'articles sur son histoire et on va en mettre un dans le résumé de cet épisode. C'est ça, comme Audrey disait, elle a bégayé sur le mot Costa Rica. Puis on a pensé qu'elle mentait, alors on l'a retenue pour l'interroger pendant plusieurs heures pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle mentait, qu'est-ce qu'elle cachait, tout ça. Et suite à cette expérience qui était assez traumatisante, elle a collaboré avec un organisme, je pense que c'est la Stuttering Foundation, je suis pas certaine, pour créer des cartes que les personnes qui bégaient peuvent mettre dans leur portefeuille, par exemple. Puis ça dit je suis une personne qui bégait, c'est pour ça que je parle comme ça. Puis dans des situations comme dans un aéroport, passer la douane, ou si la police t'arrête, par exemple, et tu bégais, tu peux montrer la carte. Donc, c'est rassurant d'avoir ça sur soi quand on bégait. Parce que c'est vrai que le mythe de « Ah, tu bégais parce que tu mens », c'est assez commun, là. Ouais. Hey, mais tu sais, c'est-tu arriéré aussi de... Tu sais, je me dis, OK, la carte, c'est bon, c'est une option, mais je veux dire, à la base, on s'entend qu'il faudrait que le bégaiement soit plus connu, soit plus entendu aussi, tu sais, pour qu'on ait moins à vivre ce genre de situation-là, tu sais. Parce que je me dis, sortir une carte, bon, c'est vrai que c'est quand même pas si mal, mais je me dis, à la base, que les douaniers... Ben, c'est ça. C'est un pansement sur un problème social et structurel. Ouais, que dans la structure même de notre société, que les agents de l'État et des États connaissent pas ce que le bégaiement c'est et sont responsables de ta sécurité. Bref, donc oui, c'est comme... La carte est un pansement. Ça, et on espère que c'est temporaire, mais pour l'instant, c'est une manière de dealer avec cette situation-là. Puis il y a un autre mythe aussi qui revient souvent, peut-être que tu te confrontes à ça dans ton quotidien, c'est le stress, tu sais, qu'on bégaie parce qu'on est stressé. Oui, bien, ça m'est arrivé effectivement dans les derniers jours, les dernières semaines d'être confrontée à ça. J'ai été me faire vacciner contre la COVID-19. Et là, quand je suis arrivée à la table où est-ce qu'on reçoit notre vaccin, la préposée a commencé à me poser des questions. Elle m'a demandé ma date de naissance et j'ai bégayé sur le mois de ma naissance. Et on m'a dit ah ben prenez votre temps, vous n'avez pas à être stressé. Je l'ai pas très bien pris qu'on me dise ça parce que oui, effectivement, j'étais stressée à cause de à cause de la vaccination qui allait se produire, mais pas
stressée de dire ma date de fête. Ah, c'est tellement frustrant, je trouve, là, se faire dire ça. Oui, J'étais dans... quand j'étais à l'université, ben, je le suis encore, mais quand j'étais au bac en traduction, j'avais suivi un cours d'espagnol le soir, là, c'était hors de mes études, mais c'est ça, c'était pour le plaisir. Puis la professeure, au début du cours, nous demande de se présenter, ce que je fais. Je bégaye. Puis là, elle me fait le signe là, avec ses mains là, que je vous montre maintenant, mais on ne pourra pas voir dans le podcast. Mais tu sais, le signe de... Ouais, de ralentir, relax, respire. Puis ça m'avait tellement frustrée. J'étais comme... Ça m'aide tellement pas que tu fasses ça, parce que là, je suis en train de parler... Puis là, tu me distrais, c'est encore plus dur pour moi de parler. Puis là, je suis en train de me dire, tu trouves que je suis stressée, mais dans le fond, je fais juste bégayer parce que j'ai un bégaiement. Fait qu'arrête! Ouais, tellement! Tu sais, c'est comme gênant, tu sais, devant tout le monde, que comme, elle dit de relaxer, tu sais, comme si j'étais... En tout cas, j'avais vraiment pas trouvé ça le fun. Ouais, pis c'est comme minimiser ce qu'est le bégaiement, comme si, ben là, t'as juste à te calmer, puis tu bégayeras plus. C'est tellement minimiser la complexité que ça peut être, le bégaiement, tu sais. Comme si la personne qui bégayait pas, ben, voyons, t'es pas capable de, tu sais... De te calmer ou de ralentir, tu sais. Mais oui, mais qu'est-ce que tu penses que la personne qui bégait fait? Qu'est-ce que tu penses? Penses-tu qu'elle l'a pas essayé, tu sais? Je sais. Ouais, exact. Puis ça me rappelle, il y a une autre fois, mettons, quelqu'un m'a dit « Ah, t'as pas à être stressé de même, c'est juste moi. » Voulant dire... tu sais, je sais pas trop ce qu'elle voulait dire, mais ça m'avait frustrée. Ben, c'est un peu ça aussi, là, de dire, ben là, encore là, bégaiement et stress, c'est comme si c'était vraiment cause à effet direct, là. T'es stressé, tu bégayes, mais t'as juste à être pas stressé, tu bégayeras pas. C'est vraiment complètement comme simplifier quelque chose qui est pas du tout simple, là. C'est frustrant. Ouais, c'est très bien dit. Ouais. Je pense qu'une belle façon de clore notre épisode, ça serait de te demander quelle est ta vision pour l'ABC à titre de présidente. Et une autre question tout de suite. En tant que présidente et que personne qui bégait, qu'est-ce que tu aimerais changer dans la société par rapport au bégaiement? Ben, je peux répondre peut-être les deux en même temps. Ben, en fait, déjà, quand Jean-François Leblanc était président de l'ABC, dans les dernières années, on a vécu une période d'expansion. On a été comme très présent et très dynamique aussi. Donc, je vois mon rôle comme présidente pour continuer cette belle lancée-là. Dans le fond, il y a plein de projets qui sont en cours. Je pense qu'il faut les encourager et les poursuivre. Je vois aussi notre association comme un organisme qui est complémentaire à l'orthophonie. On sait aussi à l'avance que quand on est adulte, bon, notre bégaiement est ancré là depuis plusieurs années. Avoir accès à de l'orthophonie quand on est adulte, c'est pas donné à tous. Et ça ne règle pas tout aussi. Donc, l'ABC est un organisme qui est accessible, qui est ouvert à toute personne adulte qui bégaye. Il n'y a pas de gros frais, il n'y a pas de longue liste
d'attente. On est proche des gens et on a plein de projets sur la table. Oui, c'est vraiment une belle association, là. C'est nécessaire, je trouve, là, pour les gens qui bégayent puis leur entourage, là. C'est vraiment génial d'avoir ça au Québec, là. On est très, très chanceux. Oui. Mm-hmm. On te remercie vraiment pour ton partage, pour ta perspective sur le bégaiement. Je pense que c'est extrêmement important que le plus de gens possible écoutent ce que tu as à dire parce que c'est des points vraiment importants qu'on a touchés dans ton épisode. Mais merci vraiment. Ben, merci à vous, à vous deux aussi pour l'invitation. Hey, merci encore, Audrey. Puis on va te suivre à l'ABC en tant que présidente dans les prochaines années. Puis on se revoit dans un nouvel épisode bientôt, Geneviève. Merci. Puis à la prochaine. À la prochaine. Salut, c'est encore nous. Je voulais juste vous dire que Je suis un podcast, c'est produit par l'association Bégaiement Communication, un organisme communautaire consacré aux adultes qui bégayent. Pour en savoir plus sur nos services, je vous invite à visiter le abcbégaiement.org ou à nous suivre sur les réseaux sociaux sous le nom ABC Bégaiement. Finalement, si vous désirez nous aider à promouvoir Je suis un podcast, abonnez-vous au podcast ou laissez un avis à son sujet sur la plateforme de votre choix. Mais merci beaucoup pour votre écoute. À la prochaine!